Après avoir découvert la relation entre Harry et Dumbledore, Rogue est toujours sur le coup de la colère. Son amant l'ayant trompé avec un homme beaucoup plus jeune que lui, leur relation déjà chancelante devient explosive. Pendant ce temps-là, Voldemort quitte enfin la scène comme il l'avait promis à Bellatrix. Pour lui, fini le nom d'Elvis qui lui avait apporté la gloire de ses fans. Il commence enfin une vie de famille tranquille. Mais son producteur, Lucius Malfoy, n'est pas de cet avis, et est bien décidé à jeter une ombre sur l'heureux petit couple. Aujourd'hui, dans les feux de Poudlard... T'avais raison, c'est super addictif ton truc en fait. Je te l'avais dit. Mais j'ai quand même un doute sur l'influence que ça a sur nous. Mais non, tu te fais des idées. Hey, vous savez, je suis pas vraiment un grand lecteur. C'est chiant. Bref, dans ma dernière chronique, la question de l'adaptation grand public a été soulevée, et tout le monde a sa propre définition d'une bonne adaptation. Personnellement, je préfère 100 fois une adaptation qui a un peu, voire même beaucoup de largesse vis-à-vis de l'œuvre originale, plutôt qu'un bête copier-coller de l'image à la vidéo, tant que ce que je regarde est vraiment bon. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le public reçoit souvent mal une adaptation. Combien de fois avez-vous serré les dents à l'annonce de la sortie d'un film qui reprend une de vos œuvres préférées? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais rester le plus objectif possible, car je ne parlerai que de films dont je n'ai pas lu le matériel de base. On va pas se mentir, ça t'arrange bien. Tu m'étonnes, je vais quand même pas me faire chier 30 ans à lire tous les pavés qui sont sortis du cerveau malade de Stéphanie Meyer. Plus sérieusement, bienvenue dans les ciné, laissez-moi vous prendre par la main vers le petit monde rempli de mystères, des adaptations de littérature jeunesse. Les adaptations existent depuis que le monde est monde. Je pourrais citer en exemple les opéras de Wagner qui sont une adaptation de la mythologie nordique, les illustrations de Gustave Doré sur les contes de Perrault, ou bien même la flûte enchantée. Mais le point dominant dans la plupart des œuvres est la fidélité au matériel de base, et son application ou non. C'est logique. Comment ça? Eh ben, ce qui prend 3 lignes à écrire sur du papier peut prendre 6 mois à une équipe technique pour faire le décor ou reproduire avec fidélité une situation. Parfois, on peut pas juste faire autrement que de supprimer des trucs. C'est pas fou du tout, mais... Comment t'es au courant de ça? J'ai pris les cours à la fac comme tout le monde. T'as été à la fac, toi? Par exemple, la nouvelle de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, a été adaptée et est encore aujourd'hui respectée comme l'un des plus grands films de SF de l'histoire. Vous ne voyez pas ce que c'est? Et si je vous montre ça? Vous voyez mieux? Peu importe le matériel de base, tout est adaptable cinématographiquement parlant. N'importe quoi. T'as déjà vu Mars Attacks? Ouais, et... Eh ben, le film est adapté de cartes que tu finis en cadeau dans des paquets de chewing-gum. Attends, t'es en train de me dire que les Américains ont réalisé un film à partir de ça? On peut vraiment tout adapter alors. Ma famille a été enlevée, chiffon. Je suis vraiment désolé, Torchon, mais personne ne peut t'aider au poste. On lui a pris sa famille. Je veux que tu me dises où sont serviettes et gants de toilette. Fais pas le con, mec. J'en sais rien. Il est en quête de vengeance. C'est trop gros pour toi, mon pote. Y a quelqu'un de plus haut impliqué. En 2018, découvrez le trailer le moins salissant du monde. Tu pensais pouvoir te mesurer à moi, Torchon, mais personne ne se mesure au papier toilette. D'après le best-seller de la vie de tous les jours. Tu risques d'y perdre quelques mailles. Linge de cuisine. Bon, c'est cool, le 2 sort pas avant la fin de l'épisode. Les Américains se sont fait une spécialité d'adapter l'inadaptable. Si un réalisateur ou un scénariste arrive à capter l'essence, la substantifique moelle, eh bien, parfois... Souvent. Il passe à côté de ce qui est le plus important. Je parlais justement du Hobbit dans ma dernière vidéo, et même si j'adore Peter Jackson, ces 3 dernières adaptations de Tolkien sont... dégueulasses. Désolé pour le langage, mais même si j'adore certains passages du film... Calmez-vous. Eh ben, il manque encore beaucoup de choses. 3 films et tu trouves encore qu'il manque des trucs. Tu chipotes pas un peu là quand même? Si, mais j'ai jamais dit que j'allais rester objectif sur ce coup-là. Par exemple, ça manque de crasse. Je m'explique. Dans le livre, Bilbon et les nains deviennent amis car ils subissent énormément d'épreuves ensemble. Dans le sang, la violence, la faim, la crasse, le doute et l'espoir éphémère qu'a Bilbon de revoir un jour son trou de hobbit. Vous avez vu ça, vous, dans le film? Bon, je vais arrêter avec le hobbit. C'est pas vraiment sympa de se foutre de la tronche d'un mec qui est déjà par terre. Par contre, si on commençait à parler d'adaptation nulle,
Non, parce que sérieusement, si trouver de bonnes adaptations c'est facile, c'est encore plus facile d'en trouver des mauvaises. Je crois que c'est aussi facile que de choper une maladie vénérienne dans un hôtel de passe de Paris. Alors on y va ? Numéro 1. Divergente de Neil Burger. Putain, enfin un réalisateur qui a un nom simple à prononcer. Bon, là c'est sûr et certain, vous allez me dire « Mais oui, mais t'es pas original !» Mais pour le coup, j'avais un petit compte à régler avec ce film. Je serais bien parti pour vous parler d'Hunger Games, si cette saga ne me laissait pas totalement indifférent. La seule chose que j'en ai retenue est que la parodie est une meilleure critique sociétale que le film lui-même. C'est vous dire le niveau totalement osef dont ont fait preuve les scénaristes pendant la réalisation du film. Ils sont divins. Non, je peux plus rien avaler. Et tiens, C'est quoi? un remède pour quand on est trop plein. Ça fait vomir. Pour pouvoir remanger. Au district 12, on meurt de faim. Et ici, ils vomissent pour manger encore. Putain, Révoltons-nous et renversons les totalitaires de ce gouvernement. Une seule fois et pour de bon. Pour notre hamburger, nous prenons 500 grammes de notre meilleur bœuf, que nous garnissons de fromage. On y ajoute ensuite de la sauce chili, 2 délicieuses saucisses, une côtelette nappée de cette délicieuse sauce ranch alléchée. Ensuite, on ajoute une part de pizza au chorizo, une tranche de pain au sésame, miam miam. Et alors on se révolte toujours? Peut-être plus tard. J'ai trop faim là. On ajoute Revenons à Divergente. Sorti en 2014, l'histoire est simple. Dans un monde post-apocalyptique, les survivants se sont regroupés dans une ville fortifiée. C'est Mad Max 2. Chaque membre est réparti dans une communauté grâce à un test. Audacieux, érudit, altruiste, sincère, fraternel. C'est la planète des singes. Mais parfois, certains des membres ne peuvent pas faire partie de la communauté et sont appelés les divergents. À peu près tous les films qui sont sortis sur la base du monomythe en fait. Notre héroïne, Triss. Non, ça serait vraiment cool, mais pas celle-là. Voilà, jouée par Shailene Woodley, en est une, et va donc devoir se battre pour trouver sa place au sein d'une de ses factions et survivre à un complot visant à renverser le pouvoir en place. Bon, pour la faire courte, cette connerie à 85 millions de dollars est la définition même du gros pompage bien sale. Mais malgré les clichés et le fait que le film soit littéralement un copier-coller de toutes les plus grandes œuvres post-apo, et leurs personnages qui sont complètement misérables, le film m'a fâché pour une seule scène. Une scène qui résume à elle seule tous les problèmes du film. On vous élimine. Si rien n'est fait, la paix sera perdue. Elle est déjà perdue. C'est vous qui l'avez détruite. La nature humaine l'a détruite. Il y a parmi nous des visionnaires qui le ressentent et ont le devoir de protéger les autres. Nous restaurerons la paix. Vous voyez pas ? Vous avez vraiment besoin de lunettes, hein. Elle est où la réplique qui tue ? C'est un peu une convention de cinéma, quand le méchant fait un monologue au lieu de tuer le gentil dans les films d'action. C'est le one-liner. Par exemple, si je rajoute ça dans cette situation. La nature humaine l'a détruite. Il y a parmi nous des visionnaires qui le ressentent et ont le devoir de protéger les autres. Et alors vous êtes gouré de factions. C'est pas mieux ? Et voilà où je veux en venir avec ce film. Il est totalement inconsistant. Pas un des personnages n'a de vraie personnalité, ni de vrais moments marquants. Et comme tous les scénaristes étaient partis en RTT au moment de leur écriture, il manque fatalement des trucs. Niveau réalisation, c'est du bidon. Parce que oui, c'est bien mignon de vouloir pomper les 3/4 des œuvres connues pour accoucher d'un bébé lisse, mais un jour il va vraiment falloir le mettre en scène. Le sous-texte de ce truc. Divergente. Chant contre chant. Bon sérieux, t'attends quoi pour réagir là ? Oh pardon, je t'écoutais pas. Mais ça fait 2 heures que je te lance des perches. Mon pauvre vieux, tu dois vraiment devenir maso à force de vivre avec moi. Bon, c'est la mauvaise foi qui parle. Effectivement, tourner absolument tout sur un fond vert aide à faire de jolis plans. Dommage qu'il n'y en ait que 2 pour tout le film. En conclusion, le film a rapporté presque 289 millions de dollars. Combien ? Et là, c'est un petit coup de gueule que je vais passer, mais... Les gens, parce que oui, on va pas se mentir, hein, je vais pas commencer à faire le cliché du c'est un film pour gonzesse parce que d'une c'est faux, mais les gens, vous aimez tant que ça bouffer la médiocrité ? Vous aimez tant que ça manger des films qui n'ont d'originalité que de nom ? Laisse tomber, y a des gens qu'on a payés pour mettre des plugs anneaux devant les musées à Paris, et tout le monde a applaudi. Alors tu sais, Divergente. Balance la suite. Numéro 2. Descendant de Kenny Ortega. Ça va, c'est pas encore trop compliqué à prononcer celui-là. Ce film est nul, ce film est nul, ce film est nul, ce film est nul. Ok, donnez-nous 2 minutes.
Sorti en 2015 et réalisé par un habitué des films Disney, le film raconte que 4 des plus grands méchants de l'univers Disney ont eu des enfants. La méchante reine, Jafar, Cruella d'Enfer et Maléfique. Les enfants sont choisis pour vivre chez les gentils, parce que, délit de faciès, le roi a pas vraiment envie de passer pour un sale raciste, et leurs parents les y envoient uniquement dans l'espoir de faire tomber les protections du château et... Stop, ce film est nul. Ok, je vais la faire court. Je sais que le film n'est pas une adaptation jeunesse à proprement parler, mais alors qu'est-ce qui ne l'est pas ? Tous les films d'adaptation Disney sont des adaptations de contes et de légendes vieilles comme le monde. Et ce film en est un patchwork, alors pour le coup, comme j'ai pas 2 heures pour faire un cours de français et histoire de noyer le poisson avec des jeux de mots, disons Joker. Le film souffre d'un seul et unique problème. Disney Channel. Le film est pensé, produit et réalisé comme une de leurs séries merdeuses pour mères de prépubères allaitées à Twilight. Je vais pas faire mon connard, parce que c'est facile, mais sans déconner, vous aviez une mine d'or et de diamants sous vos pieds et vous avez décidé d'exploiter du quartz. C'est quoi votre problème, bande de foutus bourreaux d'enfants ? C'est les gens comme vous qu'on torturait en 39-45. Sans déconner, Once Upon a Time est sorti en 2011, soit 4 ans avant, et The Wolf Among Us en 2013. Pourquoi vous n'avez pas pris exemple sur eux ? Sale gosse ! La question du film est limite d'ordre biblique. Est-ce que les péchés du père sont aussi ceux du fils ? Je veux dire, utiliser des icônes aussi fortes aurait pu donner un film vraiment extraordinaire et poser de vraies questions philosophiques et morales. Résultat des courses, vous en avez fait un foutu ! Un film Disney ? Ouais ! Ça chante, ça danse, ça se maquille, c'est girl power, c'est d'une lourdeur affligeante. Et peu importe ce que tout le monde en pense, le film Maléfique sorti en 2014 est bon. Il est encore meilleur quand on le compare à celui-là. Bon, c'était gratuit. Il y a bien un truc de cool dans le film puisque je ne suis pas qu'un immonde salopard. Il y a une critique sur le physique, un petit peu comme Danseur de sang. Mais bon, c'est du niveau d'un enfant de 4 ans. Mais le pire de tout, c'est que j'avais l'infime espoir que ce film soit bon. Parce que, pour le coup, j'en avais pas vu une seule bande-annonce. J'étais tombé dessus dans un article dans un magazine. Et il avait l'air d'être tellement intéressant. Si vous aviez pas foiré votre sujet, j'aurais réussi à passer au-dessus de votre atmosphère kikugi-mauve, de vos costumes ridicules, de vos danses à la limite de l'insupportable, de vos personnages clichés, et surtout de vos foutus méchants du tiers-monde. I can see this is hard on you guys. I am sorry. I truly am. But I did say it. No exceptions. Bon, maintenant que je suis calmé, parlons de bons films. Numéro 1. Labyrinthe 1 et 2 de Wes Ball. Bon, en général, vous le savez, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais quand le peu de retours que j'ai réussi à avoir du premier se résumait à des... Oh là là, j'ai tellement envie d'être enfermé dans un labyrinthe avec Newt et Thomas, ils sont tellement beaux! Déjà, je me suis dit que les femmes étaient un peu plus ouvertes que je ne le pensais au plan à plusieurs. Et aussi que c'était encore un énième film pour gonzesses. Il m'a fallu beaucoup de temps pour dépasser ce préjugé, et honnêtement, ça valait carrément le coup. Bref, Thomas, joué par Dylan O'Brien, se réveille amnésique dans ce qui semble être une gigantesque clairière en plein centre d'un labyrinthe, habité par d'horribles créatures appelées les griffeurs. Lui et ses amis de fortune vont donc devoir se sortir de cette épreuve tout en comprenant les motivations de la mystérieuse entreprise Wicked, qui semble être à l'origine de leur incarcération. Bon, parce que malheureusement il ne peut pas y avoir que du bon, merci au caméraman de ne toujours pas avoir fait soigner son alcoolisme, parce qu'il faut vraiment être bourré pour faire des plans pareils. Il y en a pas beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle la shaky cam dans le métier. Translation, please. C'est l'utilisation de la caméra épaule. Ils sont en général utilisés pour mieux suivre les acteurs, pour montrer l'urgence d'une situation, ou juste pour immerger le spectateur un peu plus dans le film, avec cet effet de reportage qui rend les plans un peu plus proches du réel. Bon, c'est plus un coup de gueule qu'un véritable reproche fait au film, mais combien de films il va falloir pour que vous compreniez que ce genre de plan, ça file la gerbe? Qu'on me dise qui est ce mec. Je veux vraiment savoir. Je veux qu'on m'explique comment Steve tient sa caméra. Ferme-moi la caméra. Ok, c'est bon, faites comme si j'avais rien dit. Pour continuer dans ce qui ne va pas, dommage que les effets spéciaux soient ultra présents. Ils se marient assez bien avec le décor réel, mais parfois ils sont aussi visibles que le nez au milieu de la figure. Surtout avec les griffeurs, dans toute leur répugnance numérique qui dégouline de partout. Ça c'est juste mon côté, adorateur de décor réel, mais la première chose qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que le film est vraiment beau. Les plans larges respirent. On ressent toute la grandeur écrasante des murs du labyrinthe. Ça donne tout son sens au dit décor, tantôt rassurant pour le camp, tantôt oppressant pour l'intérieur des murs. Et Dieu merci, enfin des personnages avec un minimum de personnalité.
C'est marrant de se dire en fait, tu vois, il faut que les personnages soient amnésiques pour qu'ils aient un minimum de substance. Les personnages doivent servir à faire avancer l'intrigue. Mais parfois, quand votre réalisateur ou votre scénariste n'est pas trop un branleur, il arrive que le personnage en dise bien plus qu'il ne devrait sans dire un seul mot. Vous savez, parfois on appelle ça une parabole. C'est le genre de truc sur lesquels les mouvements Twitter sautent dessus parce que ils voient des agressions un peu partout. Par exemple, dans le film, les ados étant coincés, une micro-société se forme, avec une tâche pour chacun et une forme de hiérarchie sociale. Beaucoup de titres pompeux pour dire des petits et des grands, mais le personnage qui m'a le plus marqué est celui de Gali, joué par Will Poulter. Il est le chef de notre petit groupe et se retrouvera très vite catalogué au rang de mec antipathique. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il est plus complexe que prévu. Attention, suite à une pénurie de kaiju, l'alerte spoiler sera présentée par une créature bien plus terrible qu'eux. Merci de votre compréhension. Cordialement, la direction. Et voilà l'alerte spoiler. Plus Thomas prend d'importance dans le film, et plus il s'acharne sur lui. Mais ce n'est pas juste parce qu'il n'est plus grand chef, même si ça y joue. C'est surtout car il est amnésique, et que la seule chose qu'ils connaissent depuis 3 ans, c'est le labyrinthe et son microcosme. S'il devient de plus en plus extrême dans ses décisions, à la limite de la vénération pour le labyrinthe, c'est parce qu'il le sécurise. Gali n'est pas un petit con par plaisir, mais juste un ado terrifié par le changement. Et s'ils avaient raison? Si on pouvait retourner chez nous grâce à Thomas? Mais chez nous, c'est au bloc. Tu vois? Imaginez comment vous vous sentiriez, ou bien rappelez-vous comment vous vous êtes senti lors de votre tout premier déménagement. La peur, la colère, l'incertitude. Un cocktail totalement explosif qui, une fois mis dans le labyrinthe et son univers oppressant, peut vraiment faire de gros dégâts. Maintenant regardez ce film avec cette nouvelle information en tête. Je suis sûr que ça change tout. C'est la fin de l'alerte spoiler. Sa suite, Terre brûlée, reprend juste à la fin du premier film, et le principal problème, c'est son choix de casting. Et là, je vais devoir totalement rentrer en zone spoiler, car je pense que les films sont à voir dans leur ensemble. Il est où le spoiler? Il est où? Il est où le spoiler? Il est où? Aidan Gillen est un excellent acteur, y a pas de souci là-dessus. Mais sérieux, qui a cru qu'il était un gentil? Il porte le mot traître sur la tronche depuis la saison 1 de Game of Thrones. Le seul point un peu négatif que je pourrais mettre en avant, c'est le manque d'originalité, car oui, dans le fond, ce sont encore une fois des adolescents qui vont se battre contre un système totalitaire dans un univers post-apocalyptique. Alors, quelle est la vraie différence avec un film comme Divergente? Déjà, la réalisation est moins quelconque. Construit sur un modèle simple, les personnages semblent être en sécurité, puis ils courent pour leur survie. C'est une véritable montagne russe qui met les nerfs à rude épreuve. Nos héros courent et en permanence, ils courent pour leur vie, et à ce niveau-là, la réalisation est vraiment léchée. Ce n'est pas pour rien que le titre original pourrait se traduire par « Les coureurs du labyrinthe », et c'est en ça que la réalisation porte tout le film. L'utilisation de la caméra épaule est plus présente et plus gerbante que jamais, mais ça en jette vraiment. Mention spéciale pour la scène du supermarché, qui est une véritable dose d'adrénaline. Et quand la caméra se pose un peu plus, ça donne la scène des souterrains qui m'a beaucoup fait penser à une session de jeu sur The Last of Us. Et je suis un fan juste au cas où ça se voit pas. Je risque de me répéter par rapport au premier. Alors c'est au niveau du scénario, et surtout du background, que l'histoire devient intéressante. On y découvre enfin les fondus, véritables monstres d'agressivité qui motivent les actions de Wicked, les vestiges du monde après la catastrophe, et les micro-sociétés qui s'y sont formées. Calmez-vous. Il est là, le spoiler, il est là. Il est là. Pour le reste, ce sont de sacrés bons films et d'excellentes surprises. On passe à la seconde? Numéro 2. Orgueil, préjugés et zombies, de Burr Steer. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme n'a eu qu'une seule et unique question. Comment rendre la littérature anglaise intéressante pour nous, pauvres mortels? Et depuis le début des années 70, nous avons trouvé la réponse. Des zombies. Orgueil et préjugés est un livre de Jane Austen, écrit en 1813. Il dépeint les histoires d'amour des 5 filles de Monsieur et Madame Bennet. Leur fortune étant confortable, mais légèrement menacée par le fait qu'ils n'ont pas d'héritier mâle, chose que j'ai toujours trouvé complètement conne, leur mère cherchait à les marier à de beaux partis, alors que leur père s'en fout légèrement. Chacune des filles finira par trouver chaussure à son pied, mais non pas par appât du gain, mais surtout par amour. Et en réalité, le film n'est pas du tout une adaptation de ce livre-là. Sorti en 2010, Orgueil, préjugés et zombies est un livre écrit par Seth Grahame-Smith. Il reprend peu ou prou la trame principale de l'œuvre, mais avec des zombies. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, tous les défauts du film peuvent être résumés en un seul point. C'est un nanar. Mais un excellent nanar. J'ai pas grand chose de mal à dire sur le film. Quelques effets spéciaux assez de mauvais goût, même si c'est pas au niveau d'un film comme Manuel de survie à l'apocalypse zombie.
Oh, c'est dégueulasse. Oh, j'adore ce film, mais c'était vraiment dégueulasse. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que le film ne ment pas une seule seconde sur son postulat de départ. C'est une histoire d'amour, avec des zombies. La scène d'intro, à elle seule, vaut le coup. Elle scotche littéralement le spectateur à son fauteuil, c'est pas non plus la scène d'intro de Inglourious Basterds, mais elle est rapide et explique le fonctionnement des zombies. Puis, elle est suivie par une superbe animation expliquant l'histoire géopolitique. Et j'adore la façon dont le film arrive à rendre tout intéressant, surtout les histoires de cœur de nos jolies petites demoiselles. En fait, c'est l'exemple typique du « tout devient plus fun avec du kung-fu ». Je ne suis pas un grand fan des comédies romantiques, surtout dû au fait que la construction de ces films est trop souvent identique, et parfois même, certains d'entre eux forcent leurs péripéties uniquement pour faire fonctionner ces codes. Mais là, c'est nickel. Je me suis surpris à espérer que la jolie Elisabeth finisse avec le beau mais néanmoins pétri d'orgueil Darcy, tant leur romance m'a touché. Au niveau des acteurs, il y a quand même du lourd. Charles Dance et Lena Headey de Game of Thrones, mention spéciale à Matt Smith pour son rôle de parfait connard avec un balai dans le... Et en plus, c'est le docteur. Niveau décor, c'est beau. Les costumes, l'éclairage, les effets spéciaux sont vraiment pas moches. Quant au final, il est vraiment très bon. J'en parlerai pas plus car j'ai vraiment pas envie de vous spoiler plus que ça et je veux vraiment que vous découvriez ce film. Mais si je devais en parler généralement, je dirais que ce film est vraiment... Nul. Est-ce que t'as vu le film au moins? Non, mais t'as vu les notes sur le net? Ouais, j'ai vu cette connerie. Sérieux, si vous aimez un film, dites-le. N'ayez jamais honte de vos goûts, car à mon sens, il n'y a qu'un seul site spécialisé, un seul critique de cinéma, ou un seul journaliste qui mérite d'être écouté, et cette personne c'est vous. Je pense sincèrement que l'art n'a pas besoin d'être compris, mais ressenti. J'aime Internet pour ce qu'il peut apporter au quotidien, mais je le déteste pour ce qu'il a apporté à la mauvaise foi. Alors oui, c'est une excellente chose de voir combien de revues spécialisées existent sur la toile, mais je m'arrache les cheveux de voir cette pseudo-dictature qui dicte ce qui est regardable ou pas. Je me fous royalement de prendre mon pied sur un film de Michael Bay ou de Paul Thomas Anderson, tant que le film me transporte dans son petit monde merveilleux. Et je préfère encore 200 fois me prendre une peignée sur Dark Souls 2 plutôt que d'être obligé de manger un film comme Star Wars 7, qui sont portés au rang de chef-d'œuvre car des crétins sur internet ont hurlé à la mort que la prélogie c'était de la merde. T'as fini avec Star Wars 7, ça devient lourd là. Eh bah tu sais quoi, d'accord. Le 8 vient juste de sortir à l'heure où j'écris ces lignes. Eh ben, je remettrai les points sur les i prochainement. Ce que je cherche à faire par le biais de mes vidéos, c'est de pousser les gens à regarder des films que j'aime ou que je déteste. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi ou pas, l'important c'est que vous en fassiez votre propre avis. À l'heure actuelle, c'est celui qui bugle le plus fort qui a raison. Et manque de bol, personne n'a tort, et ce dialogue de sourds commence juste à être fatigant. Encore 1000 fois merci à chacun d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci à Oni pour les miniatures et les vignettes, ainsi qu'aux gens du forum Entraide YouTube. J'ai laissé tous les liens dans la description si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, je serai ravi d'en débattre avec vous. C'était Simon Belmont et c'est fièrement que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.